Radio Auto, essai croisé. Le dernier essai de nos trois fous du volant avec nos partenaires de Mobility TV. Chaque dimanche cette saison, on a eu le plaisir d'essayer pour vous un véhicule sur le marché automobile du neuf. On a décidé, vu qu'on part en vacances, de vous emmener dans un véhicule sportif un petit peu. Imaginez-vous sur la côte méditerranéenne. Pourquoi pas quelque part entre Nice et Monaco. C'est les vacances d'été. Ça approche. Avec nos spécialistes, aujourd'hui, on essaye la Toyota GT86. Elle est magnifique. Est-ce qu'elle vaut le coup? Ils vont nous le dire. Bonjour Cédric Fréhour. Bonjour. On peut vous lire dans le journal Les Échos. Bonjour à vous Stanislas Laroumet. Bonjour. Qu'on peut lire dans l'Autojournal en la compagnie de Mélina Priam. Bonjour à vous Mélina. Bonjour. Toyota GT86, véhicule sportif, est-ce qu'il vaut le coup? Oui, il vaut le coup. Alors, tel que vous l'avez présenté, on va presque regretter que ce soit pas un cabriolet pour faire Nice-Monaco. Non, bien sûr que ça vaut le coup. C'est une voiture un peu à l'ancienne et Stan va en parler beaucoup mieux que nous parce qu'il a été dithyrambique sur cette voiture. À l'ancienne parce que c'est une voiture thermique. Donc voilà. On a encore le droit. On a encore le droit et avec je dirais un tempérament, des impressions de conduite, un peu authentique en fait pour nous. On a vraiment l'impression que vous avez savouré la dernière cigarette du condamné. C'est un peu ça, c'est un peu la dernière. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais alors excusez-moi, mais elle s'appelle pas GT86, mais GR86. Maintenant, c'est l'ancienne qui s'appelait GT86. Et cette voiture, on l'aimait bien, l'ancienne, donc la GT86 Toyota. Mais elle manquait vraiment de peps. C'est-à-dire qu'elle avait un 2 litres. Alors, je vais parler un petit peu de technique, excusez-moi. Elle avait un 2 litres atmosphérique. Déjà, c'est très rare. Atmosphérique, ça veut dire qu'il n'y a pas de turbo. Boîte manuelle, propulsion. Déjà, on a 3 éléments qui évoquent la voiture du passé. Ouais. Attention, pas de voiture électrique. On ne parle pas de batterie, là, aujourd'hui. Hein. On parle de vraies voitures à piloter. Et là, ils ont revu la copie. Ils ont toujours un moteur qui vient de chez Subaru, 4 cylindres à plat. Donc, c'est assez original aussi comme architecture. Qui passe de 2 litres à 2 litres 4 et qui fait désormais 234 chevaux au lieu de 200. Alors, ça reste des puissances par rapport à ces horribles voitures électriques très faibles. 234 chevaux sur une voiture thermique, c'est déjà pas mal. Surtout que la voiture ne pèse que 1300 kilos à peu près. Et donc, au volant, on s'éclate. Et on pensait vraiment pas, on est allé l'essayer à Séville, et en partant, mais on a fait 10 mètres devant l'hôtel, on a dit, waouh, mais c'est génial ce truc-là. Alors, attention, c'est génial ce truc-là. Il y a 20 ans, on pouvait le dire de plein de voitures. Mais là, maintenant, avec ce qui nous arrive... Il y en a de moins en moins. Je parle pas de l'essence à 2,20 €, je parle pas de la canicule qui a été des jours derniers. Raréfaction de mais de 2035, c'est ça. Voilà, je parle de l'arrêt des voitures thermiques, en tout cas en production à partir de 2035. Et on va voir si ça va vraiment arriver, mais bon, on a malheureusement la chance que ça arrive, ou la malchance plutôt. C'est exceptionnel d'avoir des voitures comme ça, et en plus qui viennent de chez Toyota. Bref, on s'éclate au volant, sans se faire peur, parce que c'est pas non plus surpuissant comme une Lamborghini, certaines Ferrari ou Porsche. C'est vraiment super, ça fait tout. Il y a même 2 petites places à l'arrière, un coffre convenable. C'est Toyota, donc normalement c'est hyper fiable. Bon, le problème, c'est le malus. Ah, écoutez, on est d'accord. Ce qui est assez étonnant quand je viens de vous entendre tous les deux, c'est que quand vous êtes arrivés, vous m'avez tous les deux dit celui qui est le plus dithyrambique, c'est Cédric Fréhour. Alors ça promet. Quand on monte à bord de cette voiture, on a le sentiment pour la première fois de conduire sa voiture sportive qu'on n'a jamais conduite de sa vie. C'est-à-dire que on retrouve ces 10 ans quand on conduit pour la première fois une voiture tamponneuse, tellement c'est génial. C'est quoi, vous avez l'impression d'être dans un film de Hitchcock? C'est facile. Alors, ce que Stanislas ne dit pas aussi, c'est une voiture de circuit. Donc, c'est une voiture. C'est une vraie voiture pour fou du volant au plus sens noble du terme. Et ça fait du bruit. Tout marche bien. On a l'impression qu'on est un pilote de rallye alors qu'on n'est pas grand chose. Non. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc, vous avez plus qu'à apprendre à conduire, en fait. Exactement. Tous ceux qui sont passionnés de conduite, ils ont le sourire aux lèvres. Stanislas l'a dit, il y a 16 000 €, je crois, c'est ça, à l'euro près. 16 810 € de malus. Voilà. Et voilà. encore, sans la carte merci le plafonnement à 50% du prix du véhicule. Parce que sinon, ce serait beaucoup plus. Logiquement, avec 200 grammes au kilomètre, on serait à 40 000 €, je crois. Non, c'est à partir de 224 grammes, je crois, de 40 000 €, 200 grammes. Voilà. Enfin, donc elle est écologique comme un paquebot, quoi. Voilà, le prix, c'est mais ça. Non, mais pas du tout. C'est une essence, déjà, d'une part. Et en plus, quand vous roulez tranquille, vous consommez 8 litres content d'en parler. C'est rien du tout. Non, et puis surtout, il faut voir que c'est vrai que c'est des voitures
si on parle comme beaucoup aujourd'hui, qui polluent. Sauf que ce sont des voitures qui roulent peu. Parce que ce sont des voitures plaisir, c'est des voitures de week-end. On fait pas 50 000 km par an avec. Moi, donc, pas sur le périphérique. On fait 49 000. Voilà, donc c'est des voitures qui roulent peu. Donc à l'arrivée, sur la durée de vie de la voiture, c'est des voitures, on l'aura compris, qui vont bientôt vous manquer. Profitez-en, elles sont toujours là. Vous pouvez voir. Cédric. Non, mais tout ça pour dire, même avec le malus, allez, 50 000 € le ticket d'entrée. Qui, aujourd'hui, sur le marché, offre tant de plaisir, jusqu'à nous rendre un sourire phénoménal à Stanislas pour 50 000 €, une voiture que vous allez garder toute votre vie, vous allez transmettre à vos enfants, c'est un collector. Let's go. Une voiture de collection. Collector qui ne sera commercialisé que 2 ans en Europe. Donc il faut y aller. Mais que dans 22 Stanislas, ans, il en a commandé 3. Au salon Rétromobile, probablement aussi. On peut l'imaginer comme ceci. Un jour. Dans quelques années, oui, forcément. À quel véhicule vous pourriez la comparer ? Mettons-la sur le banc d'essai. En Europe, il n'y a pas grand-chose. Et au Japon, oui. Aux États-Unis, oui. Mais en Europe, non. À la rigueur, une Mazda MX-5, mais qui est moins puissante. Et moi, je préfère ça. C'est plus sympa. Vraiment, c'est hyper joueur. On peut même s'amuser à faire quelques dérives sur circuit. Enfin, c'est facile. La commande de boîte est top. La motricité est top. Le train avant est top. Le moteur fait un joli bruit. C'est formidable. En fait, c'est pas une voiture prétentieuse. On n'est pas dans le registre de la. Non, mais on n'est pas dans le registre effectivement de la Porsche ou de la Lamborghini. On est dans une auto, effectivement, à 33 900 € prix de base, avec 234 chevaux, mais où tout est mis pour l'agrément, le plaisir de conduire. Donc c'est une voiture pour conducteur. Oui. C'est pas une voiture pour quelqu'un qui vient de gagner au loto ou alors qui vient d'avoir une augmentation. Si, il peut se faire plaisir quand même, mais c'est voilà. pour quelqu'un qui a. Oui, mais en tout cas, il n'en profitera pas s'il aime pas conduire, quoi. C'est ça l'intérêt. On n'est pas dans le luxe tapageur. Ah non, du tout. Et comment on explique le fait que que les marques européennes ne soient pas positionnées sur ce créneau ? C'est une bonne question. Eh ben parce qu'elles vendent surtout en Europe. Enfin, nous, les pauvres Français, on vend qu'en Europe surtout. Donc hors de question de faire ça. Mais Toyota, ils sont quand même C'est un partout constructeur dans le mondial. monde. Donc, et si ils je vont la vous vendre aux écoute- États-Unis un petit peu, au Japon bien évidemment, et puis dans toute la partie dans toute Donc l'Asie. ils vont la vendre dans des pays où il n'y a pas le malus écologique, en gros. Ouais, Où il y en a moins. Mais parce que, figurez-vous que par exemple en Belgique, elle n'a que 7 ou 8 000 € de malus. Bon, aux Pays-Bas, elle a 23 000. Bon, on n'en est pas si mal placé avec 16 810. En fait, pardonnez-moi, on devrait avoir honte. Il y a une voiture, en fait, qui aurait dû venir spontanément à l'esprit, c'est l'Alpine. Tout à fait. Ah oui. Et là, on n'est pas loin des prix de l'Alpine. Voilà, honte sur moi parce que l'Alpine, elle est aussi formidable. Vous avez oublié l'Alpine. Ouais, c'est la honte. L'année de l'anniversaire des 100 ans de la naissance du créateur de l'Alpine. Je sais, Merci, et le dernier jour d'école. Franchement, voilà. Oui, mais l'Alpine n'a qu'une boîte automatique, enfin robotisée. Là, il y a une vraie boîte manuelle. On conduit plus de boîte manuelle, et ça, c'est génial. C'était vraiment votre voiture réactionnaire, la dernière pour la route, quoi. Ben oui, mais moi, en plus, moi, très honnêtement, je pense que c'est une voiture à collectionner. Et dans 15 ans, on va dire, oh là là, c'est super. En plus, c'est une Toyota, on sait que dans 300 000 km, elle marche C'est un encore petit peu super. comme le dernier bateau à vapeur. Ou alors faut c'est avoir le dernier quand même, hein. voilier. Ouais, le dernier voilier à l'époque de la révolution industrielle, en Si quelque vous voulez. sorte. Vous êtes déjà nostalgique. On est d'accord qu'on est en train de changer d'époque, hein. Tout à fait. Et vous le regrettez tous Non, les pas trois. moi, je change pas. Non, alors moi, je le regrette pas forcément. J'attends de voir ce qui va se passer. Je veux pas être dans le c'était mieux avant, absolument, parce qu'il faut voir comment ça va aller. Mais c'est vrai que, vu notre génération et notre passion, on aime l'automobile, on aime conduire. Ce sera moins plaisant pour vous. Oui. Plus ça ira, moins ce sera plaisant à cause de l'électrique, moins de plaisir. La motorisation est systématiquement la même, par exemple, moins d'innovation. Moins d'innovation, pas forcément. Ah, ça, il y en a beaucoup en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations, parce que forcément, il va y avoir des innovations, parce qu'il va falloir trouver le moyen de recharger plus vite, le moyen d'avoir plus d'autonomie. Il va falloir aussi avoir de l'innovation pour le recyclage d'un certain nombre de choses dans les voitures électriques. Donc de l'innovation, il va y en avoir. Il va y avoir aussi de l'innovation sur les technos embarqués, sur les aides, sur la conduite autonome, sur tout ce qu'on veut. L'innovation, il va y en avoir. Mais on n'est plus, on va vers, le terme souvent repris, on va vers des objets de mobilité. On ne va pas vers des objets que l'on conduit. Ma voiture idéale. C'était le nom d'ailleurs de l'organisation de notre ami J'ai Stanislas Armouy. titré dans l'autojournal, parce que c'est grâce à l'autojournal que je suis allé essayer cette voiture.
Arigato gozaimasu, qui veut dire merci beaucoup en japonais. Merci beaucoup aux Japonais d'avoir créé cette voiture. Vous avez droit à 3 mots, Cédric Fréau. Vous êtes amoureux, choisissez-les bien. Je suis amoureux, optimiste dans l'avenir. Les ingénieurs, ce sont des gens formidables qui ont envie de révolutionner le monde malgré l'électricité. Et surtout avec l'électricité, parce que l'électricité, justement, en gommant peut-être des différences mécaniques, ils vont essayer justement de les créer. Et vous allez voir, on n'a pas fini de s'amuser au volant. Le verdict de nos 3 amoureux de l'automobile, Toyota GR86. Si vous la voyez passer, prenez-la en photo, encadrez-la. Vous n'en verrez plus tant que ça, malheureusement, et c'est dommage. Magnifique véhicule, manifestement. Merci à tous les 3. Mélina Priam, journaliste à l'Autojournal, Stanislas Aoumé également à l'Autojournal. On peut vous retrouver aussi sur Ma Voiture Idéale. Merci à vous également, Cédric Fréour. On peut vous lire dans le journal Les Échos, les amis. On vous dit à l'année prochaine. Faites pas les fous sur la route. Merci. À l'année prochaine, bel été. De vous accompagner au volant cet été. Ouais, très bel été à tous. Sud Radio Auto, essai croisé. Exceptionnellement, Sud Radio Moto essai croisé avec notre invité aujourd'hui, Philippe Monneret. Bonjour à vous. Bonjour. Pilote, on ne vous présente plus évidemment dans le domaine, notamment de l'endurance. Vous avez décroché les 24 heures du Mans en moto, c'était en 1991. J'en garde d'ailleurs de sacrés souvenirs. Vous co-signez ce livre avec Lionel Rosso, 50 pilotes de légende en MotoGP. C'est publié aux éditions Solar. Vous êtes le dirigeant de la première moto-école de France, Easy Monneret. Et justement, parlons-en, à l'heure même où un certain nombre de grandes métropoles sont en train, petit à petit, de chasser les 4 roues, les voitures, eh bien, on constate aussi une très bonne forme du marché des 2 roues. Ça s'est constaté en 2021, plus 7,8% de vente des 2 roues. C'est encore plus fort sur l'électrique. Est-ce que ça veut dire aussi, eh bien, qu'on roulera de plus en plus en moto ou alors éventuellement en scooter dans les années qui viennent en France, Philippe Monneret ? On va bien sûr rouler en moto et en scooter, mais ça va être vraisemblablement pour la ville en scooter électrique. En revanche, j'écoutais tout à l'heure votre essai là, sur cette Toyota qui est magnifique, un peu sportive. Il y a le côté plaisir en moto qui existe toujours avec des motos sportives sur circuit. Bon, le marché a quand même flanché un peu sur ce genre de moto, mais beaucoup de motards vont faire du circuit maintenant pour le plaisir, parce que la moto, ça reste un plaisir, ça reste aussi le bruit. Voilà, on n'est pas tout à fait prêt à ce niveau-là. En revanche, pour l'urbain, oui. Je pense qu'un véhicule électrique, c'est pas mal du tout. C'est pour ça qu'on a ouvert une moto-école électrique, d'ailleurs. Exactement, c'est à Puteaux. Vous avez ouvert une moto-école exclusivement électrique. Ça veut dire que les motos thermiques y sont bannies. Alors, ça m'amène 2 questions. D'abord, pourquoi une moto-école électrique à Puteaux ? Pourquoi à Puteaux ? Et l'autre question, d'abord, c'est quelle est la différence entre la prise en main d'une moto thermique et la prise en main d'une moto électrique ? Alors pourquoi Puteaux ? Parce que c'est historique pour nous. C'est là où mon père avait créé le guidon-shell début des années 1970. Et la seule façon de pouvoir y retourner, c'était d'avoir quelque chose qui respectait l'environnement, parce que c'est un écrin, l'île de Puteaux maintenant. C'est super. La mer de Puteaux a fait quand même quelque chose d'extraordinaire entre les terrains de foot, les tennis, le terrain de rugby, les promenades, etc. Et nous, on est là, ça permet d'avoir vraiment le 2 roues au cœur de la cité. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à ce projet. Alors, et puis, la deuxième question, c'est la différence entre la conduite d'un 2 roues électrique et un 2 roues thermique. Il n'y a pas grand-chose, ne serait-ce que ça dépend un peu du niveau de technique de l'engin. Normalement, tous les trucs chinois un peu bas de gamme, dès que vous prenez votre frein arrière, ça empêche de mettre de l'accélérateur. Donc tout ce qu'on apprend pour conserver un petit peu de frein arrière en virage pour se ramener à la corde, en électrique, il faut oublier, sauf sur certains scooters un peu plus évolués. Voilà, c'est surtout ça. Et puis aussi avoir une conduite tranquille, parce que il faut aussi essayer de préserver la batterie au maximum. Et le petit souci aussi, c'est l'accélération. Attention qu'on s'est mouillé, parce que ça glisse tout de suite. Il n'y a pas de courbe de puissance, hein, donc la puissance vient tout de suite. Mais c'est super. Hein, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que d'abord, quand on est habitué à la voiture et qu'on monte sur une moto, qu'on se fait piloter, on est frappé par la puissance, le couple, l'accélération de la moto thermique. On sait qu'à l'électrique, c'est encore plus rapide pour les 4 roues. Est-ce que ça veut dire que l'accélération de la moto électrique, elle est encore plus spectaculaire ?
En plus, avec le phénomène d'homologation, avec 30 minutes en pleine charge, le moteur électrique va chauffer. Du coup, ils sortent des motos, des scooters qui marchent très très fort par rapport au thermique, en équivalent 125. Alors après, en permis moto, c'est différent. Il y a quelques marques qui sont là, mais la moto, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les batteries. Ça devient des motos lourdes. Ouais. Donc, une moto, il faut que ce soit maniable aussi. Et ces motos sont souvent lourdes et manquent d'autonomie. C'est toujours le problème actuel sur les motos. Et on est à quelle autonomie à peu près sur une moto électrique aujourd'hui ? Alors, il y en a qui disent que ça fait 250 bornes. L'autre fois, j'ai pris quand même une moto électrique et j'ai fait 5 tours d'anneau à 230 à Montlhéry. Donc, ça fait 5 tours d'anneau, ça fait 12 km 5 et j'ai utilisé 30% de la batterie. Donc, alors, on calcule, on est à moins de 40 km d'autonomie, quoi. Voilà, mais donc ça veut dire que si on veut aller faire du circuit avec, ça devient un petit peu compliqué. Et c'est une moto sportive. Hein. Bon. Mais vous avez vu qu'il y a des grands prix. Maintenant, en ouverture des grands prix, il y a des courses de moto électrique, mais c'est 8 tours. Donc c'est les balbutiements de la moto électrique. Et je discutais quand même avec Eric de Seine, qui est le patron d'Yamaha Europe, mais sur l'île de Puteaux, parce que c'est là où il a commencé la moto. Donc il est venu à l'inauguration de cette école. Et il me disait qu'il croyait pas beaucoup à la moto électrique, la vraie moto sportive en électrique. Pour lui, ça serait compliqué. Sachant qu'on rappelle que le 2 roues, par nature, pollue beaucoup moins que le 4 roues. Sûr. Ça, c'est important. Revenons justement à la pollution. Vous luttez contre en ouvrant, je le rappelle, notamment une moto-école du côté de Puteaux qui est 100% électrique. Une actualité est parvenue juste à côté de Puteaux cette semaine. 80% des 2 roues, je compte les scooters aussi, seraient en infraction au niveau de pollution. C'est ce que dénoncent des associations qui citent un rapport de la préfecture de police. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a encore trop de 2 roues, et là je ne parle pas que de la moto, qui ne sont pas assez contrôlés? Oui, alors là, vous parlez vraisemblablement des pots d'échappement, peut-être aussi du bruit. Non, mais je pense quand même qu'on a beaucoup progressé en termes de pollution dans le 2 roues. Et puis, vous savez, on n'est pas bloqué dans les embouteillages. Le 2 roues, c'est quand même l'engin idéal pour aller rapidement d'un point A à un point B. Il faut arrêter de nous stigmatiser comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui et ça, c'est insupportable en ville. Et tout le monde de la moto est d'accord pour lutter contre. C'est la nuisance sonore. Mais petit à petit, ça va se régler tout ça. Les 2 roues vont devenir plus propres. Et puis surtout, on va passer à l'électrique parce que va falloir payer maintenant pour stationner dans Paris avec un 2 roues thermique. Donc les gens qui vont faire des petits trajets, parce qu'un scooter, c'est 80 bornes d'autonomie, c'est largement suffisant pour venir de la banlieue et revenir. Elle peut même le charger à son bureau. Donc non, ça va être vraiment l'engin idéal pour faire des moyennes distances en agglomération, le scooter électrique. Et on aura toujours aussi les magnifiques motos, même les motos thermiques, pour partir en vacances, pourquoi pas dans les Alpes, pourquoi pas aussi en circuit. Il faut le rappeler, ça reste quand même un outil de plaisir, la moto. Merci Philippe Monneret. Une passion. Une passion. Et une passion pour les uns, un plaisir, une passion. Je rappelle votre livre justement pour tous les passionnés, 50 pilotes de légende en MotoGP. C'est publié chez Solar Éditions.